Second chapitre, 1809, seconde partie. Nous marchâmes sur Orense par des chemins de traverse et arrivâmes dans des villages où les habitants furent surpris de nous voir et encore plus étonnés en constatant que nos soldats ne leur faisaient aucun mal. Ils croyaient en effet, d'après ce que les prêtres et les moines leur avaient dit, que nous massacrions tout le monde et mangions les enfants. La plupart de ces paysans avaient des espèces de blaudes en paille très bien faites et les garantissant parfaitement de la pluie. Note: une blaude est une expression champenoise qui désigne une blouse. Le 20 janvier, nous arrivâmes à Orense, où le 6e léger était depuis la veille et qui était vide de ses habitants. Cette ville, située sur le Minho que l'on passe sur un superbe pont, présente cette particularité qu'une partie de la ville, située au pied de la montagne, éprouve toute la rigueur de l'hiver, tandis que les autres quartiers jouissent des douceurs du printemps. J'allais, avec Bernardo, sergent de grenadier du bataillon, visiter 2 fontaines qui sont sur un point très élevé et distantes de 3 pas l'une de l'autre. Celle de droite, faisant face au couchant, donne une eau limpide et glacée, tandis que celle de gauche est si chaude que l'on ne peut y plonger les mains. J'essayais d'en boire et me brûlais. Pendant que nous rions et plaisantions, nous fûmes salués d'un coup de feu qui effleura Bernardo. Nous ne pûmes découvrir celui qui l'avait tiré. Le lendemain, le régiment arriva à Touilles, dernière ville de la Galice bâtie sur la rive droite du Minho, la rive gauche du fleuve étant Portugal. Nous espérions y prendre des cantonnements car notre colonel en avait été nommé gouverneur et nous n'avions plus d'armée à combattre. Tout était dispersé. Un ancien officier espagnol qui parlait français vint au-devant du régiment et pria le colonel Frérion de ne point traiter les habitants avec rigueur car ils étaient épuisés par le séjour des troupes espagnoles et portugaises. Il l'assura que nous ne manquerions de rien. Ce vieil invalide offrit au colonel la somme de 80 000 francs que la ville avait mise à sa disposition pour faire face aux achats de subsistance pour le régiment. Il le supplia de garder pour lui cet argent, s'engageant à payer lui-même les fournitures nécessaires, avec l'aide de quelques autres généreux habitants de la ville. Mais s'il y eut des généraux avides en Espagne, le colonel du 69e sut montrer qu'il y avait encore des officiers qui servaient uniquement pour la gloire et l'honneur de la patrie. Il refusa noblement et renvoya le vieil espagnol en l'assurant que le régiment saurait se comporter avec discipline sans qu'il fût besoin d'acheter son chef. Le lendemain, la parade eut lieu sur la grande place de la ville. Lorsque le colonel parut, les soldats mirent leurs shakos au bout des baïonnettes et le saluèrent de leurs acclamations qui furent répétées par les habitants venus en grand nombre pour voir la cérémonie. Mais il nous fallut partir le 2 février. Je quittai avec regret mon logement, qui est bien le meilleur que j'ai occupé en Espagne. J'étais, avec un camarade, chez un chanoine fort aimable, qui avait une infinité d'attention pour nous. Il nous comblait d'excellents vins de Malaga et de Peralta, et toujours 1000 douceurs pour le dessert. Nous fîmes successivement étape à Vigo, puis à Redondilla, où nous trouvâmes l'avant-garde du corps de 30 000 hommes du maréchal Soult, destiné à l'expédition de Portugal. Nous traversâmes également la jolie petite ville de Pontevedra, renommée pour la pêche que l'on y fait des anchois, et nous arrivâmes enfin le 13 février à Saint-Jacques-de-Compostelle, célèbre par le pèlerinage qu'on y fait. On plaça la brigade dans le couvent de Saint-Martin. Le prieur était né dans la Biscaye française, et il vint causer avec ses compatriotes. Il me dit que ce couvent était un des plus riches de l'Espagne, qu'il avait un revenu au moins aussi grand que 3 départements français, et que plus de 700 moines y résidaient, mais qu'à la nouvelle de l'arrivée des troupes, ils s'étaient réfugiés dans leurs familles. Les dépendances de ce repaire de fainéants eussent pu contenir aisément 10 000 hommes. Les caves étaient si vastes et si bien garnies qu'on fit pendant 2 mois la distribution de vin au régiment, sans qu'elle fût épuisée. C'est bien le lieu où le soldat a été le mieux traité en Espagne. Chaque homme recevait par jour 3 carterons de bonne viande, 1 bouteille de vin, 1,5 livre de pain de munitions, 4 onces de pain blanc pour la soupe et des légumes. Mais il n'était couché que sur un peu de paille et dans des corridors. La plus exacte discipline y régnait, tous les habitants étaient tranquilles, et nous nous félicitions des avantages que cette campagne, que nous nous imaginions presque terminée, nous avait procurés. Combien cruelle était notre erreur! Il y avait 2 mois et demi que nous étions à Saint-Jacques avec le 3e régiment de hussards et le 15e régiment de chasseurs. Cette cavalerie avait presque épuisé les fourrages, et la rentrée des réquisitions se faisait si difficilement qu'on envoya un escadron du 3e hussard au petit port de mer de Camarignès, avec ordre de presser la rentrée des approvisionnements.
Cet escadron, fort de 65 hommes, arriva le soir dans le bourg, fut très bien reçu, mais dans la nuit, 64 cavaliers furent égorgés. Il n'y en eut qu'un qui échappa à la barbarie des Espagnols, parce que logé chez une veuve à laquelle il avait beaucoup plu, il fut caché dans un coffre par cette femme qui avait été instruite dans la soirée du projet criminel qu'on avait conçu. 3 jours s'étaient écoulés sans avoir de nouvelles de ce détachement qui n'était pourtant qu'à 8 lieues de Saint-Jacques. On commençait à craindre ce qui était arrivé, lorsque le hussard, échappé au massacre, arriva en racontant l'assassinat. Le général Marchand fit immédiatement partir notre bataillon aux ordres du commandant Dutoya, un des plus braves officiers de l'armée et dont le désintéressement était connu. Il avait l'ordre, après s'être assuré de la véracité des faits, de brûler tout le village et de passer tous les habitants au fil de l'épée. En arrivant près de ce bourg, nous ne pûmes plus douter de l'insurrection générale de ce pays. Tous les habitants, mêlés à quelques soldats du marquis de la Romagna, armés de fusils, de faux, de fléaux, nous attendaient sur les montagnes. 1 lieue avant d'arriver, nous reçûmes la décharge de 2 pièces de canon et de plus de 4000 coups de fusil. Nous n'eûmes pas un seul homme de touché, et ce voyant, cette masse indisciplinée se sauva en poussant des cris affreux. Nos soldats, qui étaient sans sac et pouvaient manœuvrer rapidement, coupèrent la retraite à la plus grande partie des insurgés, et tout fut passé à la baïonnette. Femmes, enfants, il n'y eut point de grâce. Nous entrâmes dans le bourg, et vîmes un trou où les 64 hussards avaient été jetés. Que l'on juge de la fureur de nos soldats. Je crois inutile de retracer les horreurs qui furent commises dans cette malheureuse journée. À l'exception de quelques vieillards et de quelques femmes, tout le monde était parti de Camarignès, mais plusieurs bateaux étaient encore dans la rade et attendaient notre arrivée pour quitter leur dieu l'art. Nous courûmes au port, et dès qu'ils nous aperçurent, nous entendîmes les cris de désespoir qu'ils poussaient pour faire hâter leur départ. Ils préféraient se mettre à la merci des flots plutôt que d'être victimes de la fureur des soldats. Plusieurs se noyèrent en se précipitant trop vite dans les barques dont les marins faisaient force rame afin de gagner promptement le large et éviter les balles qu'on leur tirait. La ville fut livrée au pillage et le feu mis dans plusieurs endroits. Nous brûlâmes 14 000 fusils et fîmes sauter quantité de poudre que les Anglais venaient de mettre à terre. Enfin, on battit le ralliement. Il fallait voir arriver les soldats, l'un chargé de percale, l'autre de toile de Hollande, d'autres de draps super fins. Quelques-uns avaient leurs shakos remplis d'onces d'or et de piastres, plusieurs pliaient sous le poids de l'argenterie en vaisselle. Quelques infortunés habitants, qui n'avaient point voulu quitter la demeure de leurs aïeux, s'étaient cachés dans les greniers. Les flammes les en chassèrent. Les soldats s'en servaient pour apporter leur propre butin dans le camp, mais tout cela ne retardait que d'un instant le terme de leur vie. Malgré leurs larmes, malgré leurs prières et leurs protestations d'innocence, malgré même le désir qu'avaient certains soldats d'épargner ses victimes, il fallait exécuter l'ordre inexorable, hommes et femmes, et ces dernières, après avoir subi les derniers outrages, allaient rejoindre leurs compatriotes immolés quelques instants auparavant. Nous quittâmes enfin ce lieu d'horreur et fûmes bivouaqués à 1 lieue. Je venais de m'installer pour la nuit lorsqu'un de mes hommes m'amena une femme qu'il venait de trouver dans les rochers. Cette malheureuse, quoique âgée d'environ 34 ans, était fort belle, et l'affliction qu'elle paraissait éprouver, la douleur qui la rendait comme folle, excitait davantage l'intérêt. Je lui fis, avec bien de la peine, prendre du bouillon et du vin, puis elle s'assoupit quelques heures. Lorsqu'elle s'éveilla, elle me sembla plus tranquille, et je la questionnai. « La journée d'hier, me dit-elle, me coûte mon mari, mon fils et ma fille, victime de vous autres, hélas. Pourquoi m'avez-vous épargné, puisque vous avez tué mon cher fils qui avait tant de bonté pour moi et que j'adorais? La mort des autres ne m'est rien, à côté de celle de mon fils. » Je fus touché de l'état de cette mère infortunée, et lorsque le jour parut, je la reconduisis à quelque distance du camp, afin qu'elle ne fût pas la proie des soldats. Je lui remis des vivres, et j'avoue que je la quittai le cœur serré. De retour à Saint-Jacques, nous apprîmes que le brigandage et les assassinats gagnaient toute la province. Tous les hommes rentrant des hôpitaux et voyageant isolément étaient massacrés. Les 2 premiers bataillons du régiment étaient partis pour une expédition. Nous reçûmes l'ordre de nous rendre le lendemain dans la vallée de Redondia et au premier coup de fusil tiré sur nous par des paysans de mettre tout à feu et à sang. Les proclamations, adressées partout aux habitants des campagnes, n'avaient servi à rien. À chaque défilé, nous recevions des fusillades dont l'écho retentissait à plusieurs lieues. Ces endroits escarpés étaient couverts de paysans qui poussaient d'horribles hurlements. Soit qu'ils tirassent mal, soit qu'ils tirassent de trop loin, il était rare que nous eussions un homme blessé. Seulement les voltigeurs, obligés à un service de flanqueur très pénible, étaient harassés.
Le premier pont que nous rencontrâmes sur la route était barricadé et défendu par plusieurs canons et une troupe nombreuse. Les voltigeurs reçurent l'ordre d'enlever ce pont, et quoiqu'entravés par des arbres, des charrettes et des pierres énormes, nos braves franchirent en un instant ces obstacles. Mon compatriote, le sergent Bralet, passa le premier et perça de sa baïonnette les quelques canonniers restés à leur poste. La majeure partie des Espagnols se sauva dans la montagne. On prit néanmoins plusieurs prêtres et moines qui portaient dans leur ceinture, avec des crucifix, des pistolets et des sabres. Tous furent passés par les armes, car on avait trouvé plusieurs soldats du 6e léger et des dragons empalés et mutilés. Les uns n'avaient plus d'yeux ni de langue. À d'autres, le nez, les oreilles et les ongles avaient été arrachés. Enfin, quelques-uns avaient les parties génitales dans la bouche. Raffinement de cruauté bien digne des féroces conquérants du Pérou. Je vous demande si, après le tableau que je viens de vous tracer, nos malheureux soldats, qui n'avaient pas demandé à venir en Espagne, avaient des ménagements à garder avec de tels barbares. Nous brûlâmes plus de 60 villages dans cette vallée. Dans un hameau près de Redondilla, une jeune personne de 16 à 18 ans, belle comme un ange, n'ayant point voulu se soumettre au désir effréné de quelques soldats et ayant vu mourir son père et sa mère, préféra périr dans les flammes plutôt que de retomber entre leurs mains. Je m'approchai de cette maison, mais ne pus y pénétrer, car la porte était barrée par le feu. Un voltigeur m'apporta une échelle que je fis appliquer contre le mur, et en arrivant à l'étage au-dessus, je vis cette jeune fille à genoux, les mains jointes, invoquant le ciel qui allait recevoir dans un instant son ami mortel. Je la priais, avec les plus vives instances, de se jeter sur des matelas et de la paille que les soldats amoncelaient sous les fenêtres, et je lui jurais qu'elle serait respectée et conduite à Saint-Jacques avec tous les égards que l'on devait à son sexe et à son malheur. Mais rien ne put la décider. Elle me remercia en disant qu'elle voyait qu'il existait encore parmi nous des cœurs sensibles, mais qu'ayant vu périr les auteurs de ses jours, rien ne l'attachait plus à la terre et que la mort seule avait des attraits pour elle. Je me décidai à descendre, et la maison s'écroula quelques instants après. Je ne puis, encore aujourd'hui, me rappeler cette scène sans verser des larmes de douleur. Toutes ces atrocités s'oubliaient lorsque nous étions rentrés dans notre garnison. Nos soldats s'installaient sur les places de Saint-Jacques, étalaient les dépouilles des localités pillées, et, à l'exemple des Romains, après avoir échangé entre eux ce qui leur convenait, déployaient le linge damassé, les soieries, les tapis, les joyaux, les pierres précieuses. Souvent, les objets de la plus grande valeur étaient laissés pour peu de choses. Malgré la défense expresse faite aux habitants de ne rien acheter aux soldats pour ne pas les engager à se charger de butin, ils ne pouvaient s'empêcher de convoiter ce qu'ils voyaient, et ils achetaient sans songer que, quelques jours après, ces mêmes objets redeviendraient la propriété du vendeur. Tous les jours, des bataillons étaient détachés pour de semblables expéditions. Les 2e et 3e bataillons furent envoyés pour incendier Caldas del Rey, jolie petite ville sur la grande route d'Orense à 10 lieues de Saint-Jacques-de-Compostelle. Plusieurs soldats avaient été mutilés près de cette ville. Les habitants en furent rendus responsables et se sauvèrent dans la montagne. Au moment où les 2 bataillons allaient entrer en ville, 4 bourgeois, dont l'alcade, se présentèrent au colonel Frérion et lui dirent « Seigneur, nous connaissons les ordres dont vous êtes porteur, et nous ne pouvons résister à la force. Mais mes administrés m'envoient pour vous jurer que la ville est innocente des assassinats qu'on a commis, et que seuls quelques bandits en sont coupables. Nous vous supplions d'avoir des égards pour nous, qui nous sommes toujours montrés des amis des Français, les avons bien reçus et avons fourni exactement les réquisitions. Nous n'ignorons pas la conduite que vous avez tenue à Touille, et c'est plein de confiance dans les sentiments généreux qui vous animent que nous réclamons justice. » Le colonel Frérion crut reconnaître l'innocence des bourgeois de Caldas del Rey et nous fit faire demi-tour sans exécuter l'ordre qu'il avait reçu. Nous étions déjà à 2 lieues de la ville lorsque 2 de ces mêmes bourgeois, montés sur de superbes mulets, gagnèrent au trot la tête du régiment et prièrent le colonel de bien vouloir arrêter et venir avec eux à quelques pas en dehors de la route. Ils enlevèrent alors de leur selle des espèces de sacoches qu'ils offrirent au colonel. Ces sacoches étaient pleines d'or et d'argent et pouvaient contenir de 15 000 à 20 000 francs. Le colonel Frérion demeura stupéfait tout d'abord. Puis, jetant un regard de mépris aux 2 Espagnols, il leur dit « Messieurs, si j'ai épargné votre ville, c'est que vous m'avez persuadé de son innocence. Si j'avais pensé que les habitants eussent coopéré à l'assassinat de nos soldats, j'eusse mis à exécution l'ordre dont j'étais porteur. Remportez votre or et dites à vos compatriotes que je sers non pour l'argent, mais pour la gloire de la France. »
Un bienfait n'est jamais perdu, dit-on. En effet, quelque temps après cette expédition, nous fûmes heureux de n'avoir pas détruit cette ville, car y arrivant un soir par un temps abominable, nous fûmes très bien reçus et hébergés, et le maréchal Ney félicita notre colonel d'avoir su la conserver. Nous espérions toujours prendre un peu de repos toutes les fois que nous retournions à Compostelle, mais il était écrit que nous ne devions plus en avoir. Comme nous revenions d'une expédition et traversions un vallon détourné, le sergent Charpentier du bataillon, chargé de commander l'arrière-garde, entendit des cris déchirants poussés par une femme. Il courut du côté où ces cris se faisaient entendre et trouva 3 hommes du 2e bataillon qui avaient saisi une superbe fille et, malgré sa résistance, s'apprêtaient à lui ravir ce qu'elle avait de plus précieux. En voyant le sergent, ces hommes la lâchèrent, et pour ne pas retomber aux mains de ces satyres, elle se sauva avec une telle précipitation qu'elle tomba dans un ruisseau dont le courant l'emporta. Charpentier s'élança à son secours et parvint à la retirer de l'eau tandis qu'elle l'accablait de remerciements et lui criait qu'il irait directement au paradis. Mais cet acte d'humanité faillit coûter cher au malheureux sergent, car la colonne avait disparu. Il se trouvait seul, et sans égard pour ce qu'il venait de faire, les paysans lui tirèrent une volée de coups de fusil qui, fort heureusement, ne l'atteignirent pas. Sa fureur était extrême lorsqu'il rejoignit le bataillon. Quoiqu'il n'y eût que 3 mois que nous fussions à Compostelle, nous étions très bien avec les bourgeois, et passions des soirées fort agréables dans les maisons les plus riches. Plusieurs balles furent données par la ville et rendues par les officiers. Un jour, je me promenais avec un de mes compatriotes, le sergent Arguigné du 76e, dont le bataillon venait d'arriver en ville. Nous rencontrâmes une charmante demoiselle, nommée Doña Pedrita, qui venait d'une maison de campagne avec sa mère. Nous les saluâmes, et la mère, qui paraissait aussi éveillée que la fille, dit tout haut qu'elle n'avait jamais rencontré dans les Espagnols des hommes aussi gais et aussi riants que les Français. Quoiqu'elle ne nous adressât pas la parole, je lui dis que nous rencontrions rarement en ce pays des dames qui eussent une aussi jolie tournure et aussi ressemblante à celle des Françaises. Ceci les flatta, et comme nous arrivions devant leur logement, la mère nous invita à entrer pour nous rafraîchir. La señora Núñez, car c'était son nom, était veuve d'un capitaine, et sa fille unique nous enchanta littéralement lorsqu'elle pinça de la guitare. J'étais justement logé chez Don Pimentel, un de leurs parents, ce qui fit que je fus invité à retourner chez elle. Je n'en fus pas fâché, car tout ce qu'il y avait de mieux à Saint-Jacques se réunissait 2 fois par semaine dans cette maison. Je puis affirmer que j'ai passé là d'agréables moments. Nous chantions, nous rions, et surtout nous dansions des seguedilles, des boléros, des fandangos. Cette dernière danse paraîtrait fort indécente en France, car toutes les postures de la danseuse sont extrêmement lascives. Quoiqu'heureux avec Pedrita, je fis bientôt connaissance d'une nièce de mon hôte, la gracieuse Pépita. Cette aimable personne venait régulièrement rendre visite à son cher oncle, ancien chanoine fort riche et vrai réjoui bon temps. J'étais si bien avec cet homme qu'aussitôt que la gentille nièce était arrivée, il m'envoyait chercher, et si je tardais un peu, il me gourmandait du peu d'empressement que je mettais à me rendre auprès d'une si jolie femme. Le compère ignorait bien ce qui se passait. J'aimais surtout la recommandation qu'il me faisait toujours d'accompagner sa nièce jusqu'à la porte. Je vous demande un peu si j'avais besoin que cet épais espagnol m'enseignât ce que la politesse française exige. J'occupais une chambre à l'entresol, et arrivé devant ma porte, que j'avais eu soin de laisser entr'ouverte, Pépita ne se trompait jamais. La servante, que je payais grassement, avait soin d'aller ouvrir et fermer la porte cochère en criant fort « Buenas noches, señorita !» Je laissais la belle enfant seule un instant, afin d'aller souhaiter le bonsoir à mon chanoine. Et je rejoignais ma charmante Pépita, qui, affligée de 18 printemps, était jolie et fraîche comme la rose naissante, et sur les lèvres de laquelle les abeilles diligentes eussent pu venir chercher le parfum du jasmin et de la violette. Nous suivions le cri de la nature, et sans nous laisser éblouir par les rayons trompeurs de la vertu, nous ne laissions pas faner ces fleurs passagères que la jeunesse fait éclore. Tranquille au sein du plaisir, j'oubliais peine, chagrin, fatigue et danger. Et c'est ainsi que, pendant 3 heures, tous les 2 jours, nous passions les moments les plus fortunés.